Bonjour. Quand on considère d'une façon transversale la totalité de l'œuvre de Freud, on s'aperçoit que le maître viennois n'a jamais évoqué le concept d'état limite. Alors évidemment, on pourrait dire que son histoire personnelle, sa constitution psychique, lui avait ouvert en grand la voie conduisant à la névrose, tout en lui barrant celle qui aurait pu conduire vers les états limites. Et pourtant, en lisant, si l'on peut dire, entre les lignes des différents écrits du père de la psychanalyse, c'est comme si l'on distinguait en filigrane la voie d'une nouvelle clinique que Freud n'aurait pas pu amener à son terme. Un peu comme si, à côté de la névrose, de la psychose et de la perversion, l'on pouvait déjà entrevoir quelque chose du socle théorique qui fonde aujourd'hui les différentes conceptions des états limites. Alors, dans toute l'œuvre de Freud, on peut distinguer trois grandes étapes. La première étape est initiée par l'écriture des fameuses études sur l'hystérie, en collaboration avec Joseph Breuer. C'est alors le socle de la théorie des névroses. C'est aussi, avec un deuxième ouvrage, l'interprétation des rêves, c'est aussi l'apparition de l'appareil psychique tel qu'il est décrit par Freud grâce à sa première topique. Cette topique articule conscient, préconscient, inconscient, autrement dit, trois systèmes distincts. Le refoulement et les résistances ont la part belle dans ce modèle, mais pas seulement, parce qu'on y voit également se dessiner tout le parcours effectué par la libido, avec ses différentes dérives, ses régressions, ses fixations. Lors de cette première grande étape de l'œuvre de Freud, la fameuse neurotica confère clairement au fonctionnement névrotique une étiologie sexuelle. La pathologie n'est alors envisagée que sous l'angle de la névrose. La pensée freudienne n'a pas encore mis en lumière le fonctionnement narcissique du moi qui est à l'œuvre dans les états limites. Et puis, il faut attendre les années 1915 pour identifier dans la pensée freudienne une deuxième grande étape de sa réflexion. L'idée d'un conflit avec le monde extérieur, conflit qui s'articule avec la théorie de la séduction et avec l'étiologie sexuelle des névroses, eh bien ce conflit se déplace et devient un conflit interne à la libido. Deux textes majeurs vont contribuer à souligner le déplacement de ce conflit. D'abord, dans l'ouvrage Pour introduire le narcissisme, on lit clairement la façon dont les relations à l'autre vont déterminer la relation du sujet à lui-même, et ce, à travers ses choix d'objets. Et puis, dans un autre ouvrage, Deuil et mélancolie, on voit apparaître les différentes formes d'aménagement par le sujet de la perte d'objets, avec notamment ses implications narcissiques de la mélancolie. On y voit également définis les différents systèmes d'identification hystérique et narcissique. Eh bien, ce sont justement ces systèmes d'identification qui vont plus tard éclairer l'approche psychanalytique des états limites. Et on se dit que finalement, c'est bien la clinique du narcissisme qui aura conduit Freud à élaborer sa théorie du moi et des relations d'objets internalisés, une théorie qui servira de socle aux futures tentatives de conceptualisation d'une clinique des états limites. Enfin, troisième étape de l'œuvre de Freud, c'est celle qui est inaugurée par la seconde topique, une topique qui intègre les apports de l'introduction du narcissisme et qui distingue non plus trois systèmes, mais cette fois trois instances. Le ça, représentant la partie la plus archaïque de l'appareil psychique, le moi, qui s'organise sous l'influence du monde extérieur, et puis le surmoi, creuset ou reliquat du complexe d'Oedipe, selon les conceptions, le surmoi qui va s'élaborer progressivement à l'intérieur du moi, sous l'influence des interdits parentaux et d'autres figures identificatoires. C'est cette deuxième topique
qui va permettre d'élaborer la métapsychologie, à savoir l'articulation de la topique, de la dynamique et de l'économie, permettant d'interpréter la pathologie mentale. Et c'est cette deuxième topique qui va offrir aux psychanalystes une véritable grille de lecture de la vie psychique. Il y a un instant, je disais qu'en regardant dans sa transversalité la totalité de l'œuvre de Freud, on voit clairement le glissement de l'idée de névrose à celle de pathologie du moi et du narcissisme. Dans Totem et Tabou, Freud insistait déjà sur le parricide en tant qu'acte fondateur, acte créateur, permettant le passage de la nature à la culture. Eh bien, c'est ce passage qui permet l'émergence de la culpabilité, du renoncement, et qui explique l'impérative naissance des organisations sociales, des contraintes morales ou encore des religions. Si le meurtre du père est générateur de liens sociaux, et s'il est source d'amour autant que de culpabilité, c'est bien l'idée de névrose qui domine. Sans la culpabilité, nous dit Freud, sans un surmoi rigide et fort, les civilisations sont condamnées à s'éteindre. On sent tout le poids du narcissisme, tout comme l'on voit planer l'ombre de la pulsion de mort. Est-ce que Narcisse aurait mis Oedipe au placard? L'homme d'aujourd'hui, imbu de son pouvoir et qui cherche tel un nouveau Dieu à façonner le monde à son image, eh bien, cet homme-là est forcément conduit à détruire les autres, mais pas seulement. Parce que fasciné qu'il est par sa propre image, il est aussi condamné à se perdre lui-même. Comment, dès lors, ces évolutions pourraient-elles ne pas conduire à l'apparition de nouvelles pathologies mentales? Comment ne pourrait-elle pas redessiner les contours de la maladie mentale? Freud traçait là, sans le nommer, un chemin nouveau qui, partant du primat de l'Oedipe, devait dépasser les frontières de la névrose pour voir émerger des sujets mutants, en quelque sorte, parmi lesquels les fameux cas limites. À bientôt.